le grand bilan de l'année 2025. Mais avant, une question sur la colère agricole et les images qui nous parviennent de Bruxelles depuis ce matin. Camille. Je pense qu'on savait que la question du Mercosur était une question explosive, que là on en a une illustration, mais qui n'est que la traduction en actes, alors certes assez démonstratif, d'une tension très vive et de l'accumulation de crises dans le milieu agricole. Donc il faut qu'une issue soit trouvée. Mais on sait que Emmanuel Macron a dit qu'il travaillait à un report. On n'est pas oracle, mais on voit mal comment on peut échapper à ce Mercosur qui est par ailleurs poussé par beaucoup de pays européens. Oui, Antoine. Ça fait 25 ans quand même que ce traité de libre-échange est dans les tuyaux, 25 ans. Ce qui dénonce les agriculteurs, c'est en fait que les règles du jeu ne soient pas équitables par rapport à des concurrents d'Amérique latine. Mais le mal, on le voit, est extrêmement profond. Et en fait, quand on tend le micro à des agriculteurs, comme vous avez sans doute eu l'occasion de le faire sur des barrages dans le sud-ouest, on voit mal là ce qui à date peut leur faire lever le camp, les convaincre de lever la mobilisation. Et on a l'impression que le scénario d'un salon de l'agriculture qui sera de nouveau perturbé pourrait se reproduire, malheureusement, parce que les réponses n'ont pas été apportées. Oui. Quand vous parlez à ces gens-là, c'est des gens qui gagnent aussi bien souvent très mal leur vie, très très mal leur vie. Est-ce que vous êtes prêts pour le bilan ? Le bilan 2025. Allons-y. L'homme de l'année. Camille. J'ai mis Boualem Sansal. Pour moi, c'est une des figures fortes de cette année. L'écrivain qui incarne une certaine idée de la liberté, de la résistance, du courage, libéré à 81 ans, donc, et qui n'a jamais cessé de critiquer le régime algérien, son autoritarisme. Voilà, je trouve qu'un écrivain en prison, c'est toujours une mauvaise nouvelle et il faut toujours s'en réjouir quand il en sort. Et on pense aussi à Christophe Glaise, le journaliste Christophe Glaise, qui est enfermé aussi en Algérie. L'homme de l'année, Antoine. Amin Kessassi. J'étais à quelques mètres de lui là, ce jour-là, le 22 novembre, lors de la marche blanche en mémoire à son frère. J'étais frappé par la dignité en fait dans cette épreuve de ce militant, de ce combattant contre le fléau du narcotrafic. Il restait là, vraiment un roc, un pilier, devant sa mère et probablement pour sa mère aussi. Et surtout, ce qui m'a frappé ce jour-là, c'est de voir les politiques venir implorer presque son pardon. Ils étaient tous là, on voit René Muselier, en Provence-Côte d'Azur, mais Sabrina Agresti-Rouval, ancienne ministre, le maire de Marseille, Benoît Payan, ils venaient tous là implorer son pardon parce qu'en fait, ils n'avaient pas su trouver les réponses face au narcotrafic, face à cette pieuvre. Et aussi, il faut l'écouter. Vous avez échangé avec lui ? Oui, absolument. Moi, je lui ai écrit une lettre à Amin Kessassi. Je ne sais pas comment il a trouvé le temps et la force de m'écrire une longue lettre en retour. Et en fait, moi, là où je l'écoute, c'est qu'il faut savoir remettre en cause ses certitudes, a fortiori quand on est journaliste. Moi, je ne suis pas forcément un militant de la dépénalisation du cannabis, comme peut l'être Jean-Michel. Je ne suis pas un militant non plus. Mais j'essaie d'analyser une situation. En tout cas, voilà. Oui. Je ne suis pas spontanément favorable. Mais j'entends que quand on écoute Amin Kessassi, il dit qu'il va falloir s'interroger quand même là-dessus. Et l'approche répressive qui a été la nôtre n'est pas parvenue à endiguer le narcotrafic. Il faut peut-être aussi en tirer les leçons. La femme de l'année, Camille. Alors moi, j'ai mis Lio. Oui. Alors je la trouve de plus en plus rock. Je trouve qu'elle est passée de pop, de Banana Split à une icône féministe, qu'elle vieillit avec beaucoup de dignité et ses combats, notamment sur les violences, contre les violences sexistes et sexuelles, sont nécessaires. Et à l'époque où on entend beaucoup parler de Salcone, c'est bien d'avoir des Lio. Et on s'est rendu compte cette année qu'elle avait parlé pendant longtemps et qu'on n'écoutait pas en fait. Oui, et qu'elle a été précurseur sur beaucoup de combats. Oui. Ça a été une lanceuse d'alerte, souvent dans le silence, parfois moquée. Et aujourd'hui, je trouve ça important de lui rendre grâce. Voilà. La femme de l'année, Antoine. Je crois que j'ai mis le dit. Un autre style. Giorgia Meloni. Effectivement, un tout autre style. Moi, ce qui me frappe avec Giorgia Meloni, c'est que quand même, elle vient, on connaît son passé maintenant, Fratelli d'Italia, parti post-fasciste. Et quand elle est arrivée il y a 3 ans, en septembre 2022, au pouvoir, on a décrit un peu que c'était de nouveau la marche sur Rome de Mussolini, quoi. Enfin, qu'il y avait quand même une Italie qui faisait le choix de l'extrême droite. Elle est encore là. Elle a élargi son périmètre de coalition. Ça donne des idées à beaucoup en France qui rêvent d'union des droites, et Camille en sait quelque chose. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'elle incarne sur la scène européenne. Parce qu'en fait, elle apparaît comme l'âme femme forte d'une Italie qui se redresse après avoir été le mauvais élève et l'une des interlocuteurs que Donald Trump prend au sérieux. C'est pas si courant en Europe.
Bon, alors, si je peux un tout petit peu nuancer, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. À une nuance près, c'est que c'est surtout un hold-up. Enfin, c'est un coup de force de génie, ce qu'elle a fait Giorgia Meloni. Elle a réussi à faire oublier qu'elle était d'extrême droite. Et elle a réussi à faire oublier à ses voisins européens auprès de nous aussi, auprès beaucoup. Alors, de la droite et de l'extrême droite principalement, mais ça se diffuse aussi beaucoup dans l'opinion publique. Écoutez, finalement, ce n'est pas la marche sur Rome. Non, Giorgia Meloni, elle a une vision et un exercice du pouvoir qui est autoritaire sur la culture, sur la justice, sur l'audiovisuel public. C'est à la mode. Voilà, elle a cet exercice. La démocratie italienne est une démocratie qui, à certains égards, est malade. Et en France, on l'oublie, on ne veut pas le voir parce que ça sert beaucoup un certain récit et ça sert ceux qui voudraient dupliquer l'expérience ici. Le mot pour résumer l'année, Camille. Oui, alors moi j'ai mis fragile, fragile parce que je trouve qu'on a une grande fragilité politique aujourd'hui, avec un pouvoir faible, fragilité parlementaire, fragilité institutionnelle avec une 5e République où on se dit elle va jamais réussir à nous sauver de là, on n'a plus les outils, et aussi une fragilité démocratique avec une très grande fatigue qui s'installe, je pense, chez les citoyens devant ce vaste bazar qu'on peine à comprendre. Et voilà, donc fragile, instable. Voilà. Antoine, j'ai pas compris. Oui, c'est normal, hamster. Okay. Effectivement, ça ne vient pas spontanément à l'esprit. Mais pourtant, c'est cette image, moi, qui me frappe concernant l'année 2025. Parce qu'en fait, on a tous tourné, mais collectivement, je pense, comme des hamsters dans la roue, suivant cette actualité politique qui était complètement déglinguée, en fait, aussi bien journalistes que citoyens. Alors, certains ont fait le choix de la déconnexion totale. Et pourquoi hamster ? Parce qu'en fait, à force de tourner dans la roue, on en oublie de penser qu'il y a des Français qui ont complètement... Ils sont sortis du film. L'Assemblée nationale a continué de tourner comme un théâtre d'ombre, mais j'en parlais par exemple avec Olivier Faure, le patron des socialistes, vous savez, qui est très à la manœuvre, et en fait il me disait sur le marché, il croise une dame qui vient le voir et qui dit « quand même, monsieur Faure, c'est terrible, la France n'est toujours pas gouvernée ». Mais attendez, on a un Premier ministre. Et il lui apprenait que Sébastien Lecornu était revenu parce que cette dame, 6 mois après, elle pensait que Sébastien Lecornu était toujours démissionnaire. Overdose totale. D'infos. Je pense qu'on est à l'image de ce rongeur. Le gagnant ou la gagnante de l'année, Camille. J'avais mis les Mélanie, donc du coup, c'est pour les mêmes raisons que Antoine. Voilà, je trouve notamment sur la scène européenne le fait qu'elle ait réussi. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais à imposer le fait que l'Union européenne désormais ne s'interdit plus de regarder des solutions extraterritoriales, c'est-à-dire en dehors de nos frontières pour la question des migrants. Elle, c'est son fantasme albanais avec son centre de rétention là-bas. Elle a vraiment fait de ça un cheval de bataille. L'Europe a cédé sur ce point en introduisant une possibilité. Alors techniquement, c'est pas exactement la même chose, mais sur le principe, elle a gagné cette victoire-là et je pense qu'on ne réalise pas forcément la pente sur laquelle ça nous mène. Elle nous mène. Le gagnant ou la gagnante de l'année, c'est un gagnant, Antoine. Ah ben oui, c'est Sébastien Lecornu. Qui l'eût cru? Regardez Sébastien Lecornu. Bien la photo. Pourquoi je l'ai nommé gagnant de l'année? Si dans 3 semaines, il est plus... La semaine prochaine, il est 4 fers en l'air. Ça sera peut-être son oraison funèbre. Mais en attendant, il est là, Sébastien Lecornu. Regardez-le. Au fond, moi, pourquoi je l'ai nommé? Parce que Sébastien Lecornu, c'est en fait à la fois... probablement l'exécuteur testamentaire du macronisme. Il a tout bradé. La réforme des retraites, tout le bilan d'Emmanuel Macron auquel il tenait farouchement. Mais en même temps, c'est le dernier des fidèles d'Emmanuel Macron. Le moindre soldat, celui auquel on n'en veut pas. On ne peut pas lui en vouloir, regardez. Il a une mine joufflue, des sourcils fournis, un visage finalement assez rassurant de premier communiant. Et il corrige un peu les travers arrogants des macronistes. D'accord. Le loser de l'année, ou la loseuse, je ne sais pas. Non, c'est un loser, pardon, Camille. Alors, j'utiliserai pas ce terme-là parce que je respecte le président de la République, mais je dirais... C'était pourtant notre question. Le perdant de l'année. Emmanuel Macron, selon moi, on savait en 2024 qu'il avait perdu les élections législatives. On pouvait avoir l'espoir à ce moment-là qu'il arrive à fédérer une sorte de coalition, quelque chose qui ressemble à une union de plusieurs partis. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il a les attributs du pouvoir, mais il n'en a plus les capacités d'exercer. Je pense qu'il a mis du temps à le comprendre. Ça rejoint le hamster de tout à l'heure. Alors oui, plus qu'un hamster, c'est vraiment crépusculaire. C'est comme ça qu'on l'avait appelé cette fin de présidence dans une du Nouvel Obs qu'on lui avait consacrée. Et je trouve que il y avait cette phrase qu'on racontait dans le papier. En voyage à New York à l'ONU, il dit au bout de 10 ans dans le poste de télévision, les Français n'en peuvent plus de voir ma tête et ont envie d'autre chose. Et je trouve que c'est assez fort et que ça résume ce qui se passe aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a conscience que la fin de son mandat est catastrophique? Je pense qu'il a conscience qu'il n'a plus, mais il sa stratégie, c'est quand même beaucoup de relativiser en se comparant à d'autres au niveau international, de prendre de la hauteur en disant finalement c'est pas moi le problème, regardez partout ailleurs, c'est compliqué pour les autres présidents. Je pense que
C'est en partie vrai, mais c'est aussi d'une certaine façon un leurre, parce que ça serait ignorer que, y compris dans le concert des nations, la figure d'Emmanuel Macron est forcément démonétisée par sa faiblesse politique et par la crise budgétaire. S'il pense que tout va bien, c'est un problème. Le loser de l'année pour Antoine. François Bayrou. C'est pas très sympa en plus. Et il a eu une grippe récemment qui lui a valu une hospitalisation. Donc loin de moi l'idée de tirer sur l'ambulance, mais force est de constater quand même que François Bayrou, il est arrivé. Alors il est arrivé, souvenez-vous quand même à Matignon en se décrivant Les comme emmerdes commencent. Henri IV. Les emmerdes commencent aussi. Mais tout de suite après, Henri IV. Bon, il a fini beaucoup plus piteusement en réalité après avoir. Il a fini en François Bayrou. François Bayrou, à Pau. Après avoir fait de grands sermons sur la dette qui malheureusement ne sont pas passés à la postérité, et puis surtout en se suicidant politiquement totalement, en allant devant cet hémicycle dont il savait qu'il n'aurait pas la confiance, mais il a mis sa tête sur le billot. Oui, moi j'ai choisi une du New Yorker de septembre. Je la trouve particulièrement éloquente. Alors c'est un illustrateur déjà que j'adore, et puis en plus on voit la main de Donald Trump avec une télécommande, et sur tous les boutons, vous voyez, il y a les différentes intimidations qu'il peut proposer aux médias, la sourdine, le bannissement, se muscler, saquer, traumatiser, tourmenter. Voilà. Et L'expulsion, le bouton rouge, c'est expulsion. Oui, le bouton rouge, c'est expulsion, et ça raconte toute la série d'attaques que Trump a menées contre la presse et les médias. Alors à l'époque, il avait obtenu la suspension d'une vedette américaine qui s'était moquée de lui, mais on aurait pu faire la même une aujourd'hui. Il s'en est pris extrêmement violemment, notamment à des femmes journalistes qui le questionnaient sur sa santé, sur leur fille, il s'en est pris à leur physique, etc. Et je trouve qu'à une heure où Giorgia Meloni fait la même chose en Italie, et où on a ces débats, vous l'avez mentionné, sur l'audiovisuel public ici chez nous, par une partie de la classe politique française, c'est pas seulement une question pour les journalistes, c'est une question pour tout le monde. Antoine, la une de l'année. C'est une du Time Magazine qui reprend en réalité une image que l'on connaît bien, et là ce ne sont pas des ouvriers qui sont sur cette poutre au-dessus de New York. Mais les patrons de l'IA, les grands patrons, en fait, les nouveaux maîtres du monde. Donc, il y a des visages bien connus, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, Elon Musk, qui est aussi le patron de Nvidia. Mais je trouve que c'est parlant, surtout à un moment où, et je ne savais pas quand j'ai choisi cette une, mais où on a eu, là encore, une illustration du pouvoir incroyable de l'intelligence artificielle, avec cette mauvaise parodie, ce mauvais coup qui a été fait à Emmanuel Macron, d'une journaliste générée par IA qui annonce un coup d'État en France. C'est tellement crédible qu'un homologue africain du chef d'Emmanuel Macron l'appelle et lui dit « Emmanuel, que se passe-t-il ? » Il l'a envoyé par Facebook. Il raconte qu'il l'a envoyé par Facebook dimanche. Tout ça a été fait par un adolescent au Burkina Faso, qui, en fait, aurait pu faire croire qu'en France, il y a un coup d'État. Ça dit quelque chose du pouvoir incroyable qu'aura l'IA dans la prochaine élection présidentielle. Et les politiques eux-mêmes ont une petite responsabilité, parce que, notamment à l'extrême droite, souvenez-vous, quand Éric Zemmour s'est beaucoup servi de l'intelligence artificielle lors de sa dernière campagne. Jordan Bardella a vendu 76 278 exemplaires de son livre, chiffre de ce matin, et c'est l'occasion de lancer notre podium inversé 2025 des ventes des livres politiques de l'année. Alors, c'est quoi un podium inversé ? C'est la fin du classement, en fait. C'est pas les têtes d'affiche, ce sont les moins vendus, car ce sont les plus rigolos. Et en plus, le top 3, on les connaît. Donc la petite merveille Bardella, et sont ce que veulent les Français. 76 278 exemplaires vendus, ce qui est beaucoup. Nicolas Sarkozy et son journal d'un prisonnier écrasent Bardella avec 98 721 exemplaires vendus. Donc en fait, il faudrait que Bardella aille en tôle pour dépasser Sarkozy. Zemmour arrive en 3e position avec 61 249 exemplaires. Donc les top 3, on les connaît. On passe vite sur les ventes, pas si mal, donc pas si drôle. Le milieu de tableau, Dupond-Moretti, Juré craché, 14 000 exemplaires. Édouard Philippe, Le prix de nos mensonges, 13 000. Dominique de Villepin, Le pouvoir de dire non. Seulement 10 000 Français ont eu le pouvoir de lui dire oui. Et enfin, Michel Barnier, Ce que j'ai appris de vous. Seulement 6 000 personnes lui ont retourné le compliment et ont appris de lui. Voici maintenant nos gagnants, notre top 3 des pires ventes des livres politiques 2025. Numéro 3, avec son livre « Elle ne déforeste aucune forêt ». Du coup, elle doit être contente. Marine Tondelier a vendu 3000 exemplaires de Demain si tout va bien, 3111 exemplaires dans toute la France. Mais il y a mieux. Numéro 2. Le titre de son livre est « Rien n'est jamais écrit ». A-t-il bien fait de l'écrire ?
Xavier Bertrand, 2365 exemplaires vendus dans toute la France. Et enfin, numéro 1, notre star, l'Oscar du livre politique qui s'est le moins vendu de 2025 est... Bravo, Ségolène Royal et son Qui va garder les enfants avec 915 exemplaires vendus dans toute la France, et j'ai bien dit 915 exemplaires, ce qui est presque mignon. Donc félicitations à Ségolène Royal, elle est enfin sur le podium et elle est numéro 1. Est-ce que vous les avez lus ? Vous qui avez couvert la gauche, est-ce que vous l'avez acheté, celui de Ségolène Royal ? Ségolène Royal, non, c'est Non. mal, pardon. Mais bon, c'est vrai qu'elle a emprunté des chemins de traverse un peu étonnants en ces temps-ci, Ségolène Royal, que ce soit sur le rapport à la Sans Russie, blague. l'Ukraine. Bon, les vaccins, c'était pas terrible non plus. En revanche, j'ai lu celui de Marine Tondelier. D'accord, Oui, j'ai vous lu faites partie Marine des 3000. Tondelier. Je fais partie. Enfin, vous des l'avez peut-être pas Happy acheté. Few. Non. Voilà, d'accord. Vous l'avez dit. Ok. Et Camille, est-ce que vous avez lu Moi, j'ai lu les 3 premiers. Les 3 premiers. Les 3 premiers, sans surprise. C'est assez frappant de voir que ce sont 3 livres publiés par la maison d'édition Fayard. Ségolène Royal aussi. Ségolène Royal aussi, mais elle faisait partie, je pense qu'on peut dire que on l'a beaucoup présenté comme étant la caution de gauche d'un catalogue qui fait plus que tirer à l'extrême droite, qui incarne l'union des droites et qui surtout bénéficie de la formidable machine de propagande qui est devenue aujourd'hui le groupe de Vincent Bolloré, que ce soit sa radio, ses journaux, sa chaîne de télévision, on a l'illustration avec le livre dans de les Nicolas gares, Sarkozy, les en font la relais des promotion, gares. voilà, en font la promotion de façon ininterrompue sur leurs antennes. Voilà, c'est une synergie qui est très chère à Vincent Bolloré. On peut comprendre l'intérêt fonctionne. évidemment économique. Ouais. Il y a autre chose évidemment derrière. Il y a un projet politique sur lequel on enquête beaucoup au Nouvel Obs.